8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur lui-même de la Vendée. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Savez-vous comment on appelle dorénavant une roue de secours ? Dites-moi. Eh bien, les LR, c'est ce que disent l'opposition de gauche et du RN. Vous êtes la roue de secours du gouvernement sur les retraites. Le gouvernement peut vous dire ce matin... Merci Bruno Retailleau. Eh bien, nous ne sommes ni une roue de secours, ni une béquille. Nous ne sommes ni la béquille de Monsieur Macron et nous ne serons jamais le marchepied de Madame Marine Le Pen. Madame Marine Le Pen fait cause commune d'ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet, comme sur d'autres sujets d'ordre économique. Moi, je vote un texte, je vais vous dire, pas en fonction de mon parti ou de mon adversaire. Moi, je vote des textes en fonction de l'intérêt national. Moi, j'ai pas voté le traité de Lisbonne quand M. Sarkozy me l'a proposé. J'ai pas voté la loi Bachelot quand on me l'a proposé parce que je pensais qu'elle allait bureaucratiser la santé, ce qui était vrai. J'ai appuyé M. Hollande lorsque il a fallu faire des efforts avec le pacte de responsabilité sur la compétitivité des entreprises. Comment voulez-vous que... Et de quoi aurais-je l'air alors qu'au Sénat, nous votons quasiment la même réforme depuis plusieurs années, si tout à coup on changeait de pied. Je pense que ce sont ces revirements. Vous voulez dire que c'est vous qui avez inspiré Emmanuel Macron sur la réforme ? Bien sûr. Ça, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. On ne saura jamais qui est le premier. Ah si, parce que là, l'œuf était déjà voté au Sénat depuis plusieurs années, vous voyez. Et 4 ans après ou 5 ans après, c'était les 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine. Non, peu importe quelle est la donnée du problème. Et je pense que chaque Français doit en avoir conscience, au-delà d'ailleurs des partis politiques. Il y aura dans les 10 prochaines années plus de 150 milliards d'euros de déficit. Et on a un problème démographique. Le vieillissement d'un côté, la dénatalité de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme M. Delevoye avait dit, il était haut commissaire aux retraites, il avait dit « Oh, il faudra sans doute faire venir au moins 50 millions d'immigrés pour compenser en 2050 le déficit démographique. » C'est ce qu'il avait dit, M. Delevoye. Eh bien, j'accuse Mme Le Pen, aujourd'hui, d'être la complice, en réalité, de ce raisonnement. Puisque si on ne fait rien aujourd'hui, des belles âmes vous expliqueront demain qu'il faut toujours plus d'immigration. C'est-à-dire que Marine Le Pen souhaiterait en réalité qu'il y ait plus d'immigrés, si on vous entend bien, mais c'est le problème de la conséquence. Au système de retraite. Qu'est-ce que la politique ? La politique, c'est d'essayer de faire en sorte... Des convictions, généralement. C'est d'abord des convictions et c'est de traiter des causes pour ne pas subir les conséquences. Celles et ceux, comme M. Mélenchon, mais lui, il est pour la créolisation de la société, vous l'avez entendu, donc il y a une forme de logique. Mais Mme Le Pen, elle n'est pas pour. Et pourtant, ça aboutirait... à la même conséquence. La politique, et vous l'avez dit d'abord, ce sont des convictions. Pourquoi vous en avez changé sur la réforme des retraites, Bruno Retailleau ? Et pourquoi j'en aurais changé ? Vous étiez pour les 65 ans. Ah, mais je vais vous dire, lorsqu'on a présenté, puisqu'il fallait entraîner la majorité sénatoriale, c'est aussi ça la politique. C'est pas se replier sur soi-même, c'est s'élargir. On a défini précisément une équation qui est à la fois 64 ans, mais en plus, l'accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire aller plus vite jusqu'à 43 ans. Et quand vous couplez ces deux-là, vous obtenez quasiment le même rendement budgétaire. Mais politiquement, on marche sur la tête. Il faut qu'on s'en rende compte, Bruno Retailleau. C'est Emmanuel Macron qui peut aujourd'hui se payer le luxe de dire qu'il a raboté sa réforme pour avoir les voix de la droite. Non, Emmanuel Macron est une girouette. Souvenez-vous, il a passé son temps pendant les 5 premières années vous êtes aligné. de son... Non, écoutez-moi. Il a passé son temps pendant tout son premier quinquennat à nous dire non, je reste à 62 ans, je ne bougerai pas. Et maintenant, il bouge. Écoutez, c'est pas parce que lui est une girouette que moi je dois me transformer Monsieur Retailleau, en girouette. Le 7 mai 2019, vous disiez je ne vois pas d'autre moyen que celui de repousser l'âge de départ légal à 65 ans. Bien, mais je suis en train de vous expliquer qu'on peut obtenir le même résultat avec justement la combinaison du recul de l'âge à 64 ans et en même temps de plus de cotisations d'annuité en accélérant justement la réforme Touraine. S'il y a une forte mobilisation ce jeudi, si les blocages persistent au-delà, si les Français n'ont pas de transport, qui sera responsable du blocage du pays ? Qui ? Les manifestants ? Les syndicats ? Le gouvernement ? Bien sûr, mais ce qui est terrible, et là je vais faire une proposition, je vais la refaire même à votre micro, puisque je trouve et je veux dénoncer ce matin ces blocages qui sont des blocages récurrents. Ça devient en France banal, le blocage, la prise d'otage du pays par quelques syndicats, par quelques manifestants. Tout simplement, on pense que c'est normal. Eh bien, ça n'est pas normal. Et les Français payent très très cher leur service public. Ça s'appelle le droit à manifester. Oui, mais en face du droit constitutionnel pour la grève, il y a aussi un autre droit, vous le savez parfaitement, la continuité des services publics qui, encore une fois, qu'on paye très très cher en France. Eh bien, j'ai fait voter au Sénat, il y a exactement 3 ans, un
un vrai service minimum. C'était quoi exactement? Je l'explique. Le gouvernement, bien entendu, ne l'a pas voulu. Il est où? Eh bien, il est voté au Sénat, sauf qu'il ne vous a pas échappé que c'est pas moi le président de la République, c'est pas moi le Premier ministre, mais j'ai fait le travail et on peut le refaire et en quelques heures, il peut être voté à l'Assemblée. C'était quoi ma proposition de loi? C'était obliger les grandes entreprises publiques de transport terrestre, maritime ou aérien d'assurer un trafic d'un tiers du quotidien aux heures de pointe, c'est-à-dire 2 heures le matin, 2 heures le soir, et de leur donner la possibilité. Vous appelez le gouvernement à aller sur ce projet-là, de réquisitionner les salariés. Ça existe, je vais vous dire, dans la télévision publique. Alors, sauf à considérer que la télévision publique, c'est plus important pour les Français que les transports, je vois pas pourquoi on n'étendrait pas ce mécanisme. La CGT des mines et de l'énergie, Bruno Retailleau, envisage des coupures contre les élus qui soutiennent la réforme. Donc vous, par exemple, une coupure pour un soutien à une réforme, que répondez-vous à de telles méthodes? Ce sont des méthodes qui sont des méthodes illégales, qui sont des méthodes qui sortent de l'état de droit. Et j'appelle l'État à sanctionner fermement ce genre d'agissement si jamais ça devait arriver. Je tiendrai tête, voilà, parce que j'estime que moi je ne cède pas sous la menace. Je ne cède pas sous la menace. J'espère que le gouvernement tiendra son cap, qui est le cap de l'intérêt général. L'intérêt général, il y a quand même une majorité, il faut le préciser aussi, une nette majorité de Français qui est contre. Le syndicat dit réformiste, la CFDD, qui est contre. Si vous aviez un argument, un seul argument, Bruno Retailleau, à mettre en avant ce matin pour un petit peu, non pas faire basculer la bataille de l'opinion, mais faire comprendre aux Français qui sont réticents à cette réforme, que diriez-vous? 2 arguments. Un, il en va de notre modèle social. On le dit à chaque fois. Notre modèle social, c'est le régime par répartition. C'est un équilibre entre les jeunes et les moins jeunes. Eh bien, il y a de moins en moins de jeunes. Et si on ne fait pas si on ne fait pas cela, il n'y aura pas de retraite pour les jeunes. Vous pouvez garantir ce matin qu'avec cette réforme, le système de par répartition sera préservé, bien sanctuarisé, sûr, garanti, que ce sera la dernière réforme? Mais ça n'est jamais la dernière réforme. Il y a une réforme à peu près par président de la République. D'ailleurs, François Hollande l'avait assumé avec la réforme Touraine. Tout simplement parce qu'il y a une dénatalité. Moi, j'appelle aussi le gouvernement, s'il veut être concret, à faire une grande politique familiale. J'ai beaucoup insisté. C'est pas un tabou, nous dit Gabriel Attal au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, nous a dit c'est pas un tabou. Oui, mais c'est pas un tabou, sauf que après François Hollande, Emmanuel Macron a détricoté la politique familiale. Nous n'avons plus d'universalité des allocations familiales. La page l'aide pour les jeunes enfants a été réduite. Le quotient familial a été réduit. Donc il faut une grande politique familiale. C'est parce que justement il y a une question démographique qu'il faut rehausser un certain nombre de critères. Je dis une deuxième chose. Aujourd'hui, la France est en train de se déclasser. C'est le grand déclassement. C'est l'appauvrissement des Français. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail dans l'économie. Il n'y a pas un taux d'emploi suffisamment important. Et c'est cette réforme des retraites qui va être un électrochoc? Pour partie. Puisque si nous n'avons pas justement, au-delà de 60 ans, si nous avons un taux d'emploi si faible en France, 33%, en Allemagne, c'est près de 2 fois plus. C'est parce que justement, il y a cette question de l'âge de départ. Quand, avec François Fillon, M. Woerth avait repoussé de 60 à 62 ans, on a constaté qu'on avait gagné justement de quantité de travail et de taux d'emploi parmi les seniors. Et c'est ce manque de travail qu'on paie très très cher dans l'économie française. On entend vos arguments. On s'appauvrit. On va parler du débat au Sénat, mais d'abord à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau, c'est une quinzaine, une vingtaine de députés LR qui pourraient s'abstenir ou voter contre cette réforme. Est-ce que vous entendez aussi leurs arguments, ces parlementaires de terrain, des territoires de Belfort ou d'Alsace, qui affirment que la droite, que vous ne parlez plus à ceux qui travaillent en réalité? Mais c'est pas justement, si on veut parler à ceux qui travaillent, il faut qu'on porte la valeur travail. Nous, on ne doit pas être ce que j'appellerais des faux monnayeurs en générosité. Je m'explique, des faux monnayeurs que la gauche a souvent été. On veut créer des droits nouveaux. Par exemple, rehausser les petites retraites à hauteur de 85% du SMIC, environ 1200 €. On veut créer, par exemple, une allocation de reversion pour les enfants handicapés. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On le fait sur le dos des jeunes demain qui auront des retraites de misère? On le fait sur le dos des Français, de l'endettement? Ou est-ce qu'on le gage sur le travail? C'est être de droite, c'est cela. C'est pas succomber justement à une forme de démagogie. Entre vous, pourquoi ces élus affirment qu'il n'y a plus de droite sociale? Et quel signe va être envoyé si ces parlementaires-là ne votent pas cette réforme? Quelle cohérence? Je pense que justement, il peut y avoir une droite sociale. Et je suis pour. Je veux qu'on crée des droits. Je veux qu'on crée des droits. Petite retraite pour les femmes, je pourrais vous
en parlez beaucoup, puisque les 3/4 des petites retraites concernent des femmes qui ont des carrières qui sont hachées ou incomplètes. Je vais vous parler des enfants handicapés. Simplement, qu'est-ce que dit la gauche? La gauche dit qu'avec François Mitterrand, avec Lionel Jospin pour les 35 heures, nous, on crée des nouveaux droits et en réalité, on appauvrit le pays. Et quand on appauvrit un pays, on appauvrit d'abord les plus faibles. Donc vous dites à ces élus... Ce que je leur dis très précisément, ils veulent une droite populaire. Moi, j'espère que la droite populaire... À l'image d'Aurélien Pradier, par exemple. Oui, mais j'espère que vouloir la droite populaire, ça n'est pas vouloir d'abord sa propre popularité. Parce qu'à ce moment-là... Le retour de la bataille des égos, qui est jamais parti d'ailleurs, c'est ça? Mais ça n'est pas ça. Simplement, je sais que toute réforme est quelque chose de difficile, mais je crois qu'on doit la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est qu'un pays qui ne se réforme pas est un pays qui s'appauvrit. La France va sortir de l'histoire parce qu'on est déclassé. Ceux qui mènent ces parlementaires, en tous les cas ceux qui suivent, comme Aurélien Pradier et d'autres, vous leur dites ne pensez pas à vous-même, pensez à l'intérêt du pays? Non, mais je pense qu'ils essaient aussi de réfléchir à nos compatriotes. Simplement, je leur dis qu'on voit bien les 30 dernières années de grands déclassements où la droite y a participé aussi. On a voulu essayer de tenir, souvent d'ailleurs, parce qu'on subissait l'hégémonie intellectuelle, médiatique aussi de la gauche, on a voulu tenir un discours qui se rapprochait de plus en plus du discours de la gauche. Et ça, croyez-moi, les Français, nos électeurs, nous ont quittés à cause de cela. Je pense que c'est par nos revirements, par le manque de suivi d'une ligne politique que nous avons déçu notre électorat. Parce qu'en mars, un autre grand texte arrive au Parlement, texte sur l'immigration porté par Gérald Darmanin, qui affirme que son texte devrait être encore durci. Alors qui pourrait comprendre que vous ne votiez pas un texte qui va dans votre sens, puisque vous parlez de cohérence depuis tout à l'heure? Pourquoi est-ce que ce texte irait dans notre sens alors qu'il va ouvrir encore plus les vannes de l'immigration, puisqu'il va ouvrir 2 filières, un titre de séjour nouveau. Il n'y a pas de pied? Il n'y a pas une fermeté, une humanité? Non, il y a d'abord un titre, oui, c'est ce que tous les gouvernements ont dit depuis 30 ans, gauche et droite confondus d'ailleurs, et on voit où ça nous a mené, puisque cette année en France, on va encore avoir un record, notamment sur les demandes d'asile qui explosent. Non, il ouvre les vannes, des titres de séjour pour des métiers en tension. Les métiers en France sont tous en tension. Ensuite, un second guichet pour les déboutés du droit d'asile qui pourront se raccrocher justement, notamment à ce droit de séjour. À quelles conditions vous voterez ce texte? Qu'est-ce qui doit être retiré ou ajouté? D'abord, un principe, régularisation zéro. Il faut que les clandestins qui entrent en France sachent que jamais ils ne pourront prétendre à une régularisation. Deuxième chose, le rétablissement du séjour illégal qui avait été supprimé par François Hollande. Mais surtout, des conditions qui sont fondamentales. On arrête les pompes aspirantes, puisque de tous les pays européens, nous sommes le pays le plus... Donc pas de régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, c'est bien ça? Par exemple. Mais il faut, bien sûr... C'est-à-dire que le texte serait dénaturé si vous enlevez... Justement, précisément, c'est un texte qui ne veut pas réduire l'immigration. C'est un texte qui fait du en même temps. Comment voulez-vous que ce texte-là soit approuvé par M. Sacha Houlié, qui en sera le rapporteur général, qui est la pointe de l'aile gauche du macronisme? Mais c'est tout le problème du gouvernement, c'est de trouver un compromis entre vous-même et M. Sacha Houlié. Il est impossible. Vous voyez, ça fait 30 ans qu'on cherche des compromis sur l'immigration. Cette loi, ce serait, si elle était votée, la 22e loi. Croyez-vous? Et malheureusement, d'année en année, on voit les explosions et des records migratoires en France. Je parlais à l'instant des pompes aspirantes. Justement, les causes. On est le pays qui donne le plus d'avantages pour le regroupement familial, pour le droit d'asile et aussi pour l'accès gratuit aux soins. Est-ce que vous savez que l'an dernier, on a accueilli pour des soins 5000 étrangers du pays, des membres du G20. Plus vous voterez la réforme des retraites, plus vous vous montrez dur sur le texte sur l'immigration. Non, mais c'est une question de conviction. Des convictions sur la retraite. Il faut travailler pour pouvoir emprunter un chemin de prospérité, pour pouvoir garantir un modèle social, pour pouvoir faire en sorte que nos jeunes demain puissent avoir des vraies retraites. Et il faut aussi juguler l'immigration. J'ai jamais entendu dire que pour Emmanuel Macron ou pour M. Darmanin que malheureusement l'immigration, ça n'est pas une chance pour notre pays. Il y a un lien, on le sait parfaitement, entre l'immigration et l'insécurité. Est-ce qu'il fait du bon travail, Éric Ciotti, en tant que président des LR? Écoutez, laissez-le commencer. Moi, j'attends d'abord. Quand même, ça fait déjà quelques semaines. J'attends le premier acte de sa présidence, ce sera le rassemblement. Voilà. Donc vous me réinviterez. Il n'a pas encore fait? Il n'a pas tenu compte de votre ligne, de votre score, de votre personnalité, de votre tempérament, de vos troupes? Pour l'instant, il réfléchit. Donc on va lui laisser un peu de temps. Il met du temps?
Non, franchement, il a été élu fin décembre, il y a eu les fêtes, il a eu le droit de se reposer, c'est une campagne fatigante. Donc non, son premier acte, ce sera celui de rassembler sa famille politique. Quand on fait moins de 5% au présidentiel, notre devoir, justement, c'est de s'élargir. C'est certainement pas de se rétrécir. Et oui, merci Bruno Retailleau d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.